1h-5, dernière partie de la grande table, Caroline Brouet. Merci Antoine Mercier. Vous le savez, depuis les attentats de janvier à Paris, mais pas seulement, disons que nous avons accentué le processus, nous avons consacré plusieurs émissions, plusieurs dernières parties sur les rapports entre religion et politique, sur la laïcité, sur l'islam, sur l'islamisme. Nous avons ainsi reçu Farhad Khosrow-Khavar, Jean-François Bayard, Malek Chebel, Mona Ozouf, le père Christian Delorme, Abdellah Tayyar, Khaled Bencher autour de cette table. Eh bien, nous poursuivons aujourd'hui cette série, disons, d'émissions avec notre invité qui nous invite à découvrir l'islamisme de l'intérieur, et je dis bien l'islamisme de l'intérieur, et à en comprendre les ressorts intimes. Farid Abdelkrim, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre, Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste, paru aux éditions Les Points sur les i, et sous-titré Itinéraire au cœur de l'islam en France. Pour vous interroger autour de la table, Farid Abdelkrim, Antoine Mercier, et au téléphone avec nous depuis la Belgique où la grippe sévit aussi, Samir Amghar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'Université libre de Bruxelles. Vous travaillez sur les processus d'entrée et de sortie de l'islamisme, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez écrit un livre paru chez InFolio intitulé « L'islam militant en Europe » et vous connaissez le parcours de Farid Abdelkrim. Vous avez également lu son ouvrage. Farid Abdelkrim, j'aimerais pour commencer qu'on s'arrête sur les termes du titre et du sous-titre, parce que c'est important, un titre et un sous-titre, surtout dans ce contexte-là. Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste? Alors j'aurais pu m'arrêter sur cesser, mais ça on va y venir dans le cours de cet entretien. Sous-titre Itinéraire au cœur de l'islam en France. J'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez par islamiste, puisque c'est là que le bas blesse déjà. Il est difficile de définir l'islamisme. Donc, qu'est-ce que vous entendez par islamiste, sachant que vous avez passé 15 ans au sein de l'UOIF, puisque vous étiez l'une des figures emblématiques des jeunes musulmans de France. Ça, il faut bien le préciser. Donc d'abord le terme d'islamiste et ensuite le concept, disons, d'islam en France, puisque dans tout votre ouvrage qui retrace ce parcours au sein de l'organisation à laquelle vous avez appartenu, vous faites bien la distinction entre un islam en France et un islam de France. Donc c'est l'un des fils rouges de cet ouvrage. Oui, tout à fait. Donc, commençons par le commencement. Islamiste, c'est effectivement un terme fourre-tout auquel on peut donner plusieurs définitions. Moi, je veille à le définir très précisément en convoquant 3 dimensions. La première étant, bien entendu, un espace géographique donné. Donc, l'islamisme dont je parle, c'est celui que j'ai vécu en France. Une période aussi donnée, donc ces 30 dernières années, et puis les individus qui ont fait cet islamisme et avec qui j'ai milité, qui sont des gens essentiellement venus des pays du Maghreb et d'Orient, donc de Syrie, d'Irak, d'Égypte, et puis des jeunes issus de l'immigration comme moi, une poignée de convertis. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut préciser que l'islamisme de l'UOIF est un islamisme qui effectivement s'inspire de la pensée de Hassan al-Banna, qui est le fondateur du mouvement des frères musulmans, qui est l'incarnation de cette mouvance ici en France, et qui est une structure qui s'est définie pas seulement par les mots, mais aussi dans les actes, comme étant une structure réformiste ou prétendument réformiste et légaliste, c'est-à-dire en accord avec les principes qui gèrent le pays dans lequel nous vivons et le droit dans lequel nous vivons. Quant à la deuxième question, j'ai effectivement volontairement dit islam en France parce que je crois que l'islam de France, et pour aller un peu plus loin même l'islam français, n'existe pas encore, en tout cas c'est encore en chantier et il faudrait continuer à faire ce travail-là. Donc j'ai préféré utiliser le « en » à la place du « de » parce que je crois qu'on est encore dans ce processus et que peut-être qu'une certaine lecture et de la France et de l'islam et de l'islamisme empêche ce que l'imam Tariq Obrou appelle de tous ses voeux, à savoir une théologie de la culturation qui permettrait véritablement à cette religion de devenir une religion française, donc acceptée en tant que telle. Donc voilà pourquoi ce choix pour le moment. Peut-être que plus tard j'utiliserai le « de », mais on n'y est pas encore. Je prolonge un peu la même question terminologique. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le point de passage entre musulmans et islamistes? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, il y a d'une certaine manière, en tout cas dans mon expérience personnelle, cette idée que l'islam se retrouve avec un cachet politique. En tout cas, on politise la religion en vue de
faire valoir un certain nombre de revendications. Ce que j'explique souvent, c'est que de nombreux jeunes issus de l'immigration, lorsqu'ils s'intéressent à la religion musulmane, ne comprennent pas que le cheminement nécessite un démarrage et que le démarrage ne veut pas dire qu'on est arrivé. Ça veut simplement dire qu'on vient de commencer et que la perspective d'un long chemin apparaît directement et un vide abyssal pour qui est en quête de spiritualité va se présenter. C'est quand on veut aller trop vite, c'est ça? C'est quand on veut aller trop vite. Et donc, puisqu'il n'y a rien et qu'il ne se passe rien, qu'on ne connaît pas de nirvana dès le départ, donc il faut remplir, il faut donner du contenu à tout cela. Et le contenu, bien souvent, ça va être ou bien une volonté de développer des signes extérieurs d'appartenance à cette religion, donc on va mettre le paquet sur la forme, sur la norme, une forme de nomolatrie, donc une adoration de la norme pour la norme, ou alors on va essayer d'y mettre tout un tas de questions qu'on ne maîtrise pas forcément. Ça a été mon cas quand j'étais beaucoup plus jeune. La guerre d'Algérie, la colonisation, l'immigration, la discrimination, la stigmatisation, qui sont autant de questions qui nous amènent à un moment donné à nous retrouver dans une posture de rupture, et c'est ce qui m'est arrivé étant jeune. J'ai eu l'impression que la France m'avait abandonné et que M. Islam m'avait adopté. Et donc là, on est dans une espèce de posture d'un nous contre eux qui fait qu'on regarde l'Occident et la France avec un regard un peu biaisé. Et aujourd'hui, vous avez retrouvé une vitesse de croisière en tant que musulman, c'est ça un petit peu Je pense qu'avec les années, j'ai mis un peu de vin dans mon eau, ce qui fait qu'aujourd'hui, donc effectivement, je me sens un peu plus en équilibre et en phase avec ce que je devrais être ou ce que je crois devoir être. Samir Amghar. Oui, alors, il me semble que l'ouvrage est extrêmement intéressant dans la mesure où il permet de mettre en perspective, en fait, un parcours extrêmement intéressant d'un des responsables de l'OIF et qui a joué un rôle fondamental dans cette fameuse dynamique de réislamisation qui a touché les deuxième et troisième générations. Alors, c'est un ouvrage extrêmement intéressant dans la mesure où il s'inscrit dans la pléthore d'ouvrages déjà parus en Égypte, où on assiste, si vous voulez, à la publication d'un certain nombre d'ouvrages d'anciens frères musulmans qui expliquent les raisons pour lesquelles ils ont quitté l'organisation des frères musulmans. Et comparativement, on peut, si vous voulez, mettre en perspective également qu'il y a, dans les années 70 et 80, des ouvrages qui ont été également écrits par des anciens communistes et qui ont également expliqué en France les raisons pour lesquelles ils quittent l'organisation. Donc il me semble qu'il est important, si vous voulez, d'inscrire, si vous voulez, la parution de cet ouvrage, l'écriture de cet ouvrage dans l'histoire longue, si vous voulez, d'anciens individus qui appartenaient à des organisations politiques et qui décident d'en quitter et d'expliquer pourquoi ils décident de partir. Alors cet ouvrage est extrêmement intéressant parce qu'il remet peut-être, si vous voulez, en perspective, mais également remet en cause souvent l'illusion que l'on a concernant les frères musulmans lorsqu'on considère que les frères musulmans sont la première force politique dans le monde arabe, mais également la première force de réislamisation en Europe. Il faut bien avoir à l'esprit que les frères musulmans, d'une manière générale, connaissent actuellement des difficultés extrêmement importantes en dépit de leurs différents succès électoraux, que ce soit en Égypte, en Tunisie, au Maroc ou en Turquie. Et cette crise se manifeste particulièrement dans la crise du militantisme qui touche particulièrement les frères, dans le sens où l'on assiste de plus en plus, si vous voulez, à un phénomène extrêmement intéressant d'individus qui ont intégré les frères musulmans, l'organisation des frères musulmans, qui ont obtenu des postes importants au sein des frères musulmans et qui décident, pour un certain nombre de raisons, de quitter cette organisation. Alors c'est le cas de Farid Abdelkrim. Mais on peut également citer l'exemple de Kamel El-Baoui, en Grande-Bretagne, qui fut longtemps le porte-parole des frères musulmans en Europe et qui était le fondateur de la branche britannique des frères musulmans. On peut également citer l'exemple de Michael Privot, qui fut longtemps porte-parole de la mosquée de Verviers en Belgique et qui était un pilier des frères musulmans à Bruxelles. Donc il faut, à mon sens, si vous voulez, pour bien comprendre les enjeux du débat autour de cet ouvrage, de comprendre, si vous voulez, que c'est une problématique qui s'inscrit dans la crise du militantisme qui touche actuellement les frères musulmans. Vous n'êtes pas seul, Farid Abdelkrim, dans votre cas, si je comprends bien la lecture de Samir Amghar. Incontestablement, oui, je ne suis pas le seul. J'ajouterais juste peut-être un élément pour essayer d'aller un petit peu plus en avant. J'ai décidé, moi, personnellement et volontairement, de devenir pratiquant de la religion musulmane après un drame en 1985 qui touche un de nos amis qui se fait tuer d'une balle en plein cœur par un gendarme auxiliaire. Et le séisme que provoque cet événement
m'amène à trouver du sens à tout cela. Donc je suis en quête de sens, et comme je le dis souvent... Déjà fragilisé par la perte de votre père quand vous aviez 13 ans, quelques années plus tôt. Exactement. Donc cette quête de sens ne nous indique pas forcément le sens de la quête elle-même. Et c'est ce que je dis souvent. Donc on est là face à quelque chose, on a envie de réponses, on les a pas. Et moi au départ, ce qui m'anime, c'est ça, c'est essayer de comprendre. Et avec le temps, comme je vais remplir mon petit sac de musulmans de toutes ces questions que j'ai évoquées tout à l'heure, eh bien je vais oublier cette quête de sens. Et c'est elle qui va revenir à un moment donné, parce que c'est ça qui m'animait au départ. Et j'ai l'impression que souvent, dans les structures politisées, et là c'est le cas de celle à laquelle moi j'ai participé, je reprécise qu'il s'agit de l'islamisme ici en France, on voulait servir Dieu et puis on s'est mis volontairement ou involontairement à se servir de lui. Et je ne peux pas cautionner ça personnellement. Mais ce qui vous a fait du coup quitter cette organisation, Farid Abdelkrim, est-ce que c'est l'organisation elle-même, la façon dont elle était structurée? Vous racontez un certain nombre d'événements qui ont trait à justement l'organisation administrative ou des décisions avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Est-ce que c'est l'organisation elle-même qui vous a fait quitter cette organisation, cette structure, ou est-ce que c'est son idéologie? Est-ce que c'est à un moment où vous vous êtes rendu compte que ça n'était pas ça le sens que vous vouliez donner et à votre vie et à la religion? Je pense qu'il y a un peu de tout ça en réalité. Je pense qu'à un moment donné, on prend de l'âge, on mûrit un peu, ça a été mon cas, et je me suis aperçu d'abord qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements. Il faut savoir qu'en intégrant la confrérie des frères musulmans, je le fais parce que j'ai un idéal à l'esprit, il s'appelle Hassan el-Banna, son fondateur, dont j'ai une idée très très sublimée. Très idéalisée. Très idéalisée, effectivement. Et donc c'est pour cela que je viens à ce mouvement-là, parce qu'il m'est présenté comme tel. Et puis, loin de moi l'esprit de m'imaginer qu'en France, il existe des frères musulmans, et encore moins à Nantes, là où je vis. Et pourtant, on va me dire que si je vais prêter allégeance et me retrouver avec des gens, somme toute, tout à fait normaux. Donc, premier désenchantement, première désillusion, les frères musulmans font pas 1m95 taillés en V, ils sont pas tous des gens super intelligents, etc. Premier élément. Donc, mais malgré ça, donc j'ai le sentiment que je dois faire quelque chose et que je dois servir. Et la structure, au départ, me permet tout cela, avec la création des JMF, des Jeunes Musulmans de France. Seulement, on arrive à un moment donné, et c'est mon cas, où je me rends compte de tous les dysfonctionnements d'une structure qui mettent en pratique finalement des choses qui, dans le discours théorique, est condamné, comme par exemple les luttes de pouvoir. Moi, je me considère, et je suis pas le seul, avoir été un frère musulman entièrement à part, pas à part entière, de seconde zone. Ce qui fait que on essaie de comprendre pourquoi. Donc il y a la langue arabe. On considère que puisque vous n'êtes pas un arabophone dès le départ, donc vous ne pouvez pas avoir accès au pouvoir de cette structure, même si c'est pas forcément ce que je recherche. Mais il y a avec cela une sorte d'infantilisation qui vous laisse toujours relégué au second rang. Et moi, je suis quelqu'un, voilà, je suis assez modeste, mais je peux m'énerver aussi très vite. Mais ça veut dire que si on vous avait permis de monter plus dans la hiérarchie, vous y seriez peut-être encore aujourd'hui? Alors, je suis monté dans la hiérarchie. Je veux dire que j'ai gravi les échelons. J'ai été le président des Jeunes Musulmans de France, qui est une structure qui a brassé énormément de monde. Je me suis retrouvé dans le conseil d'administration de l'UOIF. Donc, j'ai connu cette ascension. Seulement, je suis arrivé à un moment donné où, de mon point de vue, le message d'une religion telle que l'islam est tronqué par justement cette approche qui se veut être une approche politisée. France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet. Notre invité aujourd'hui, Farid Abdelkrim, auteur de Pourquoi j'ai cessé d'être islamiste, itinéraire au cœur de l'islam en France. Autour de la table, enfin au téléphone depuis la Belgique, se trouve le sociologue à l'Université libre de Bruxelles, Samir Amghar, qui travaille sur les processus d'entrée et de sortie de l'islamisme, et Antoine Mercier qui vous pose une question, Farid Abdelkrim. Oui, je reviens sur ce qu'on vient de dire et sur les conditions de votre départ, une prise de conscience. Et vous racontez dans votre livre, et là à l'instant, la manière dont vous avez effectivement été un peu mis à l'écart et ensuite pris dans une organisation de pouvoir qui ne correspondait pas forcément aux idéaux que vous vouliez servir. Mais est-ce que
vous avez été à un moment donné aussi choqué ou rebuté par des positions, des déclarations, qu'elles soient politiques ou religieuses, qui vous ont fait dresser, en fait, un peu sonner la conscience en disant attention, là peut-être que ça va trop loin. Est-ce qu'on peut entrer un peu plus précisément sur le fond de cette opposition que vous avez ressentie? Alors il y a eu trois éléments très marquants qui ont scellé mon processus de sortie de l'Organisation des Frères musulmans. Je les cite dans le livre. L'un d'eux est purement administratif. J'étais le président des JMF et le président de l'UOIF, qui est censé être mon responsable hiérarchique au sein de la mouvance des Frères musulmans, qui me demande de repousser une assemblée générale. Et quand je lui demande pourquoi, il me dit c'est comme ça. Et puis il m'impose la chose comme si c'était un ordre et je présente ma démission. Et à ce moment-là, l'ensemble du conseil d'administration présente lui aussi sa démission, ce qui fait que, en principe, dans une structure qui se respecte, ça s'appelle une crise. À l'UOIF, ça s'appelle pas une crise. On met tout ça sous un tapis, on attend que ça se passe, et puis on ramène d'autres gens et on remet en place JMF, ce qui est absolument scandaleux de mon point de vue. Mais bon, c'est pas les événements les plus importants. Les deux m'ont informé à un moment donné sur des postures qui n'avaient pas été réglées. Le premier, c'est un voyage qu'on organise à Auschwitz, où je me retrouve en 2003 avec le père Émile Choufani, donc curé de Nazareth, avec Jean Moutapa. On part faire ce voyage avec des juifs, des chrétiens. L'idée, c'est d'aller écouter la souffrance des juifs et d'être là en communion. Ce qui, somme toute, est profondément spirituel et n'a rien de problématique. Sauf qu'à l'UOIF, on considère chez certains que ce voyage est une trahison à la cause palestinienne. Et donc, on va se faire méchamment sermonner, on va se faire remonter les bretelles. Sauf que à ce moment-là, une question est posée. Est-ce qu'il y a un problème avec les Juifs en général, mis à part la question palestinienne sur laquelle on peut avoir... Et donc, il y a une zone d'ombre ici qui a été soulevée par ce voyage. Donc, c'est un premier élément. Et puis, le second, c'est la manière dont est gérée la question du Conseil français du culte musulman dans ce pays, où nous avons un ministre, à l'époque, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui s'impose et qui se comporte de manière fort discutable de mon point de vue dans une société laïque, et puis une structure, je parle d'un événement où les membres de l'association se comportent comme des béni-oui-oui, comme pour certains de véritables indigènes, alors qu'ils prétendent défendre cette idée d'un islam de France. Donc je vois bien qu'il y a une grande contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font en réalité. Et ça, pour être quelqu'un qui est en quête d'un peu de cohérence, ça me fatigue un peu pour tout dire, oui. Samir Amghar. Oui, alors j'aimerais réagir aux propos de Farid Abdelkrim, et à la lecture, si vous voulez, de l'ouvrage, on a l'impression que la défection est moins le produit de désaccords idéologiques que des désaccords quant au mode de fonctionnement interne des frères musulmans, qui est véritablement chrysogène, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la socialisation au sein des frères musulmans en interne est lourde et contraignante, c'est-à-dire qu'elle est le produit d'un long processus de socialisation religieuse et militante qui aboutit à un serment d'allégeance. Et cela nécessite plusieurs années avant de devenir véritablement un frère musulman organique, donc lié à l'organisation. Mais ce qui pèse également, c'est que au sein de l'organisation des frères musulmans, et plus particulièrement au sein de l'OIF, il y a un centralisme démocratique qui empêche véritablement l'expression du dissensus. Vous devez, à partir du moment où l'on met en place une ligne politique, vous devez, quoi qu'il se passe, en interne et en externe, défendre cette position. Même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous devez la défendre, parce qu'il y a un principe fondateur au sein des frères musulmans selon lequel le consensus est fondamental. Il permet d'éviter la division. Et cette difficulté, si vous voulez, de gérer le dissensus, l'absence de consensus, vient se démultiplier par le fait qu'au sein de la structure des frères musulmans, il n'y a pas de décision prise de façon démocratique. On va peut-être, si vous voulez, au sein des différentes organisations, essayer de consulter les membres. Il y a un débat d'idées, mais ce débat d'idées, objectivement, pour un certain nombre de militants qui ne sont pas responsables, considèrent que ce débat ne sert à rien, car la décision revient toujours en gros au même. Donc il y a, si vous voulez, au sein des frères musulmans, des avis qui pèsent plus que d'autres, et bien souvent ces avis sont des avis portés par des anciens qui ont 50, 60, 70 ans, qui sont issus du Moyen-Orient, du Maghreb, qui ont suivi un cursus universitaire en France ou en Europe, et qui ne vont pas forcément tenir compte
des avis proposés par les deuxième, troisième générations nées scolarisées en France. Et c'est ce qu'on voit bien effectivement dans le livre de Farid Abdelkrim, et c'est ce que Farid Abdelkrim vous avez expliqué tout à l'heure, effectivement, ces dysfonctionnements avec plusieurs événements qui vous ont conduit à sortir. Mais j'aimerais qu'on en vienne justement à cette question qui est la deuxième sous-jacente dans votre livre, à côté de l'organisation de l'UEF et à côté de cette distinction que vous faites entre islam en France et islam de France, c'est ce qui court tout au long de votre ouvrage, la façon dont vous décrivez un projet qui repose avant tout sur l'affirmation d'une incompatibilité entre l'islam et la France. Ça aussi, je ne sais pas si vous y avez adhéré un jour, peut-être, vous dites quand même que vous étiez assez séduit par cette idée-là et que tout vous y poussait puisque vous aviez le sentiment d'être abandonné par la France. En tous les cas, vous en êtes revenu. Et ça, j'aimerais que vous creusiez un peu cette question. Alors oui, très, très rapidement, juste pour dire que, en fait, l'intégration des frères musulmans, en ce qui me concerne, c'est pas fait sur le long terme. Le fait de prêter allégeance, ça s'est fait tellement rapidement et on m'a même pas mis au parfum que je me suis retrouvé du jour au lendemain en train de prêter allégeance à un frère musulman irakien. Donc, ce premier élément. Et puis le deuxième, il y a eu quand même, à travers les années, des voix dissidentes au sein de la structure même qui ont évolué, qui ont proposé des lectures un peu différentes. Et en fait, au sein de la structure du OIF, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'on arrive à s'accommoder de personnalités quand elles prennent de l'envergure et on fait comme si de rien n'était. Et voilà, donc il y a des petits jeux comme ça qu'il serait peut-être intéressant de développer, mais je pense pas qu'on aura le temps. Alors, pour revenir à votre question maintenant tout de suite, oui, l'incompatibilité est quelque chose qui a beaucoup fonctionné dans ma manière de percevoir le monde dans lequel j'étais. Tout à l'heure, je parlais d'un nous face à un eux qui fait disparaître le je. D'ailleurs, il y a même une formule en arabe que beaucoup utilisaient au sein de la mouvance, mais pas seulement, c'est « A'udhu billah min kalimat ana ». C'est-à-dire que quand on parle, on vient comme dire « je m'excuse, je vais parler à la première personne du singulier, ça se fait pas, mais je vais le faire parce que j'ai une idée ». Comme si on devait s'excuser de cela. On doit toujours effectivement utiliser le « nous », ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas donner votre avis, ou en tout cas avoir une réflexion qui vous est propre. Et donc, on est dans ce processus qui effectivement convoque un certain nombre d'éléments. Le hijab, le voile, en a été un. Donc c'est la France qui s'attaque aux femmes musulmanes, sorte de cheval de Troie pour détruire l'islam beaucoup plus efficacement. Donc, j'ai fonctionné avec l'incompatibilité et je me suis rendu compte que de l'autre côté, il y avait aussi des gens qui étaient partie prenante de cette manière de fonctionner. Certains politiques, et d'ailleurs moi ça me plaisait d'être l'homme à abattre d'une certaine manière. Je me suis pris à un moment donné pour Hassan el-Banna, Antonio Montana, Malcolm X, il y avait tout ça dans ma tête. C'était comme une sorte de jeu. Mais la vérité, c'est que quand on y réfléchit d'un peu plus près, je suis, moi personnellement, en tout cas, en ce qui me concerne, profondément français. Je le vois, je le vis, et il n'y a pas de raison que je ne revienne pas à mon enfance qui, lorsque j'allais au pays, en Algérie, avec mes parents, je me sentais bien, j'étais content d'être algérien. Et quand j'arrivais en France, j'avais pas de problème de compatibilité entre ces deux dimensions qui vont devenir avec le temps antinomiques, contradictoires, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de faire tomber cette idée que la France ne pourrait pas, effectivement, se faire à l'idée d'un islam français, et les musulmans, surtout ceux qui sont en poste aujourd'hui, de cette idée que de toute façon ça ne marchera jamais. Moi je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont en train de se passer. Encore faudrait-il que les musulmans eux-mêmes, et là je parle essentiellement des imams et ceux qui ont le discours religieux public, encore faudrait-il qu'ils aient le courage et la force à un moment donné de se regarder dans une glace et d'accepter l'idée qu'il faut faire un véritable travail d'autocritique au sein des communautés musulmanes ici en France. En d'autres termes, vous êtes passé, Farid Abdelkrim, de Hassan el-Banna à Tarek Oubrou. Ouais, en tout cas, Hassan el-Banna, je préfère dire qu'il s'agit d'une personnalité qu'on a peut-être mal comprise, ou en tout cas qu'on a du mal à aborder. Je voudrais juste rappeler que c'est un gars qui a vécu au début du siècle dernier en Égypte, sous colonisation anglaise, et qu'on peut, comme cela, dire tout un tas de choses sur lui qui ne seront pas forcément fondées. Donc il a une dimension aussi, moi, qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est sa dimension mystique, puisqu'il appartenait à une confrérie soufie.
Et ça me semble très intéressant. Mais oui, moi je me considère comme étant un disciple de Tarek Obrou, à la condition que Tarek Obrou veuille bien m'accepter parmi ses disciples. Ça, c'est une autre question. Samir Amghar. Oui, merci. Alors, ce qui est intéressant, et je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit Farid Abdelkrim sur cela, c'est qu'il me semble que au sein des frères musulmans, il y a certes des voix dissonantes, des voix différentes, mais celles-ci n'ont pas la voix au chapitre. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Si on prend le cas de Tarek Obrou est peut-être, si vous voulez, une sorte d'ovni au sein des frères musulmans. Une personne qui va défendre une lecture mystique, ésotérique de l'islam et qui considère qu'il est à un moment donné important de se départir de la norme. Or, ce type de discours n'a pas d'impact au sein du conseil d'administration ou sur les orientations idéologiques et théologiques des frères musulmans, notamment en France. Donc tout cela pour vous dire qu'il y a effectivement une ligne qui n'évolue pas ou qui évolue très peu à la marge, et des personnalités comme Tarek Obrou ne sont pas des personnes qui sont véritablement écoutées. Et si elles continuent à exercer au sein de l'OIF, c'est que d'une part l'OIF réussit à tirer, si vous voulez, profit du discours de Tarek Obrou en se présentant, si vous voulez, comme un islam ou comme porteur d'un islam réformateur, et en même temps, pour Tarek Obrou, continuer à intégrer ce type de structure est un moyen de bénéficier d'une grosse structure qui a une légitimité sur le terrain, qui est peut-être en train de la perdre, mais qui continue, si vous voulez, à être relativement active dans le pays, au sein du paysage islamique français. Et donc ça, c'est véritablement important. Et l'un des éléments, si vous voulez, central qui ressort de nos différentes études que l'on a pu porter sur les phénomènes de sortie des mouvements islamiques, c'est l'idée finalement que à force de militer, on n'a pas forcément, si vous voulez, de rétribution. On a peut-être la satisfaction de servir la cause de l'islam, un sentiment d'appartenir à une sorte d'avant-garde éclairée, à une aristocratie religieuse, mais concrètement, cela n'a pas fait aboutir le statut socio-économique du militant. Celui-ci est toujours exclu, a du mal à trouver un emploi, et donc ce qui est fondamental, c'est que, grosso modo, un bon nombre d'individus qui sortent de la structure des frères musulmans considèrent que être frère musulman, grosso modo, pour le dire très prosaïquement, ça ne paye plus. C'est pour ça que vous êtes devenu humoriste, Farid Abdelkrim. Non, c'est pas pour ça que je suis devenu humoriste, mais juste pour revenir à Tarek Obrou, il me semble que pour être un peu plus précis dans la présentation du monsieur, je pense que c'est devenu quelqu'un d'absolument incontournable pour l'UOIF. Ils ne peuvent pas prétendre et avoir les prétentions qu'ils ont sans faire appel aux éclairages de cet homme qui est bien au-delà de la structure de mon point de vue. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a effectivement, de par ses travaux, sa réflexion et l'envergure qu'il a pris sur la scène médiatique, mais également auprès des politiques, c'est quelqu'un qui est devenu véritablement incontournable. S'il pouvait s'en passer, je pense qu'ils s'en passeraient. Mais ils ne peuvent pas parce que ça risquerait à un moment donné de les discréditer. Alors, je suis devenu humoriste non pas parce que j'avais pas gagné ma croûte au sein de l'UOIF, c'était pas du tout pour ça que j'y étais. Je suis devenu humoriste parce que on me prête des talents d'orateur et ne trouvant plus quoi dire aux gens lorsque je les rencontrais, j'ai été vraiment frappé à un moment donné d'une phase de mutisme. Je savais plus quoi dire aux gens que je rencontrais, notamment aux jeunes musulmans, et je me suis dit que ce serait du gâchis que de jeter ça à la poubelle. Et comme je suis, paraît-il, un artiste dans l'âme, avant de devenir islamiste, j'étais chanteur lead dans un groupe de rhythm and blues. J'ai arrêté la musique parce que c'était à l'époque quelque chose d'illicite, donc de haram comme on dit. Et j'ai eu envie de revenir, puisque chasser le naturel, il revient au galop, et avec moi, il est revenu à toute vitesse. Et je me suis dit, pourquoi ne pas reconvertir tout cela en quelque chose qui me permettrait de revenir sur cet itinéraire, d'en rire un peu, pour essayer d'avoir un peu de recul par rapport à toutes ces questions-là et mieux comprendre et pouvoir les partager d'une meilleure manière. Est-ce qu'on rigole dans les réunions de l'UOIF? Oui, ça rigole. Ils ont un certain sens de l'humour, même si c'est un humour très circonscrit, mais ça rigole. En vérité, les gens de l'UOIF, pour tout vous dire, ce sont des êtres humains avec des qualités, certes, mais énormément de défauts. Et je pense qu'ils auraient peut-être intérêt, j'espère qu'ils vont le faire, à lire mon livre, parce que c'est un regard de l'intérieur que je destine à la société française, mais que je leur destine également. J'espère qu'ils vont prendre le temps de le lire parce que ils ont, de mon point de vue, loupé deux rendez-vous majeurs en ce qui concerne l'islam, pas l'islamisme ou leur idéologie. Le premier rendez-vous, c'est celui avec la jeunesse issue de l'immigration. Ils auraient pu être, et à un moment donné, ils l'ont été avec les JMF, etc. Ils auraient pu être ce levier, ou en tout cas ce vecteur ou cette passerelle entre un islam éclairé qui puisse s'intégrer dans notre pays. Et le deuxième,
deuxième, c'est effectivement ce rendez-vous raté avec l'islam de France, l'islam français, puisque à la tête de la structure, depuis sa création, vous avez toujours, et là Samir Amghar le disait tout à l'heure, des arabophones, rien que des arabophones, toujours des arabophones. Pourquoi c'est nécessaire, Farid Abdelkrim, de fonder un islam de France ? Bien parce que c'est une religion d'abord qui semble-t-il est universelle et en tant que croyant, il m'est difficile d'admettre l'idée que Dieu n'aurait pas pensé à ce que l'islam puisse être vécu pleinement, sans embûches et sans problème dans une société comme la société française. C'est le premier élément et ça relève de ma foi personnellement. Deuxièmement, et ça me semble encore beaucoup plus important, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui on dit qu'en France il y a entre 6 et 8 millions de musulmans. Donc on peut effectivement dire que cette religion n'est pas admise ou n'est pas acceptée en France. Il n'empêche que ces gens-là veulent être musulmans. Donc tant qu'à faire, faisons en sorte que cette religion ne soit pas une religion qui soit habitée par les résidus de culture qui n'ont rien à voir avec la culture française, parce qu'on ne pourra pas pratiquer paisiblement, calmement, sereinement cette religion si on ne la pense pas dans son contexte, si on ne la pense pas dans cette France qui a une histoire, une longue histoire avec les religions. Et donc c'est important d'avoir cette réflexion-là. Je ne voudrais pas que l'islam devienne cette religion qu'on associe et qu'on assimile tout le temps à l'étranger, à l'étrange, à celui qui est extérieur. Donc ça me semble important de faire ce travail-là. Je disais tout à l'heure que vous êtes peut-être passé de la figure d'Hassan al-Banna à Tarek Oubrou. Il y en a un que vous n'avez jamais quitté, Farid Abdelkrim, c'est Elvis Presley. Bonjour Raphaël Bourgois. Bonjour Caroline Brouet, bonjour à tous. C'est l'heure à 13h26 sur France Culture, des idées au quotidien, l'influence des pays du Golfe, islamisation ou soft power. Oui Caroline, en 2013, les journalistes Nicolas Beau et Jean-Marie Bourget publiaient Le vilain petit Qatar, cet ami qui nous veut du mal. Plus récemment, ce sont Christian Chesneau et Georges Malbruno qui sortaient Qatar, les secrets du coffre-fort. L'importance prise en quelques années par l'Émirat, ses liens avec la politique et l'économie française attirent à juste titre l'attention. On pointe la corruption, le non-respect des droits de l'homme, les soupçons de financement du terrorisme. Mais il y a aussi un autre aspect. Le Qatar est depuis longtemps le refuge des frères musulmans et en tant que tel soupçonné de nourrir une politique volontariste, tout comme d'ailleurs l'Arabie saoudite wahhabite et salafiste, pour prendre la direction des consciences des musulmans en France. C'est précisément cette idée qu'interroge le dernier numéro de la revue Pouvoir dans un article de Mohamed Ali Hadraoui intitulé « Du Golfe aux banlieues, variations sur le thème de l'islamisation de l'Occident ». La thèse développée est plutôt subtile sur un sujet qui manque souvent cruellement de nuances. Il y a bien un prosélytisme du Qatar et de l'Arabie saoudite qui se pensent comme des pôles d'orthodoxie. Il est cependant impossible de mettre en lumière un ciblage particulier de la France, une stratégie consciente pour attirer les Français de confession musulmane à une vision spécifique de l'islam. L'auteur de l'article se lance dans une analyse de la place du prosélytisme en Arabie saoudite puis au Qatar. Il faut tout de suite noter que les liens entre pouvoir politique et pouvoir religieux font du phénomène un véritable enjeu de politique étrangère pour ces pays. On n'a pas vraiment le temps ici de rentrer dans les détails très éclairants développés par l'article, mais on peut tout de même dire ceci. D'abord pour l'Arabie saoudite, l'autorité en matière religieuse avec des universités comme la Mecque ou Médine lui ont certes donné un rôle central dans la mondialisation de l'offre d'islam, une sorte de soft power donc, mais depuis les années 90, il y a une dépolitisation du discours religieux. Puritain sur le plan des mœurs, ouvert économiquement, il s'agit désormais de s'opposer à l'anarchie et à toute forme de sédition, affirme Mohamed Ali Hadraoui. En ce qui concerne le Qatar, qui apparaît dans les années 2000 comme un nouvel État désireux de conjuguer puissance financière, capacité politique et offre religieuse, le constat est encore plus tranché. L'Émirat a bien la volonté de guider les musulmans en situation de minorité, mais il ne se place pas dans une perspective missionnaire, plutôt comme un pôle culturel arabo-islamique au XXIe siècle. Dans ce cadre, l'Arabie saoudite et le Qatar ne manifestent qu'un intérêt limité pour les musulmans installés en France, ce qui revient à dire qu'il y a une influence réelle sur les plus rigoristes, mais qu'elle n'est pas recherchée spécifiquement. Qu'est-ce que ça change après tout, me direz-vous? Le résultat est le même. Eh bien, ce que ça change, c'est la réponse. Ce n'est pas la même chose de blâmer en permanence des ennemis de l'intérieur sous influence étrangère, de fonder tout un discours sur une menace supposée de l'identité française par une communauté jugée comme définitivement halogène, ou au contraire, considérer qu'il y a un jeu diplomatique des musulmans en France pris dans la mondialisation des offres identitaires et à qui on échoue de proposer autre chose. Merci Raphaël Bourgois et merci à vous Farid Abdelkrim d'être venu aujourd'hui au micro de La Grande Table.